Un matin froid et venteux, en haut de la montagne gelée. C'est le 3e jour du Nouvel An tibétain. Des cartes de 5 couleurs recouvertes de mantras magiques s'élèvent dans la fumée de genièvre. Et le cheval de vent s'élève dans les cieux avec la brume de l'aurore. Les mantras colorés, éphémères, montent les chevaux de vent, messagers entre les hommes et leurs dieux. Le cheval de vent est une ligne de vie entre le monde tangible et les énergies invisibles qui le créent et le maintiennent. C'est un rite de purification, l'affirmation de nos connexions anciennes avec les énergies de la nature. Les Tibétains croient qu'elles font partie de la nature et qu'elles ne font plus qu'un avec elle, indissociées du tout. Les silences sont longs et profonds. Le temps est simplifié et les énergies subtiles se présentent, ouvertes à la communication avec ceux qui peuvent les discerner. La pureté de la nature peut ouvrir des esprits, permettant à ces gens-là d'être réceptifs à la perception de ces énergies. Donc, qu'ils le veuillent ou non, il y a des individus que ces énergies pénètrent par force. Tsewang Dolma Agupa est ce que les Tibétains appellent une lamo, une fée, un ange. C'est simplement quelqu'un qui a abandonné son sens normal d'être pour quelque chose de plus grand et au-delà de sa volonté. Pendant les périodes d'impulsion spontanée, cette mère et épouse ordinaire se transforme en guérisseuse et en psychologue. Elle devient quelqu'un qui peut vraiment soigner des maladies du corps et de l'esprit. Mais Agupa Lamo n'a rien inventé.
Elle ne fait qu'utiliser des techniques datant des chamans aztèques de l'ère préhistorique. Seulement, on savait que les chamans des régions aztèques de Sibérie suçaient les maladies des affligés. Et ce n'est qu'ici, dans le Ladakh, que ces Lamo et Lapa se servent de cette méthode primitive de guérison. La technique principale est de sucer la maladie sans percer la peau. On croit que la substance qui en est extraite est la manifestation physique de la maladie et une façon pour l'esprit de confirmer la guérison. Peut-être que c'est primordial pour le malade de voir la manifestation physique de sa maladie. Une guérison psychosomatique. Elle ne fait aucune différence, ne montre aucun dégoût, que cela soit un homme ou une femme, même quand elle doit sucer les parties intimes du corps. Plusieurs techniques de guérison sont utilisées par les Lamo. La Lamo appelle l'énergie qui la possède son La, ce qui signifie esprit. Le La qui s'est emparé de Agupa Lamo est Trinmo Naran. Trinmo Naran est le dieu du village depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Là, un couteau brûlant donne à Agupa le pouvoir du souffle chaud. Le souffle chargé supprime avec succès la cause de la maladie. Elle est immune à la chaleur sur sa langue. C'est une preuve de la manifestation de Trinmo Naran. Sur son état de transe, Agupa dit « Une sensation étrange s'empare de moi. Après, je ne me souviens de rien. Hors de la transe, je n'ai aucun pouvoir de guérison. Je perds complètement mes propres sens. Quand le La me contrôle, je perds ma volonté humaine. Le La s'assoit sur mon âme. Il contrôle complètement l'état de transe. » Au début, quand Tsewang Agupa a découvert qu'elle était réceptive à ces esprits, elle s'est sentie perdue et impuissante. N'importe quel esprit s'emparait d'elle pour des périodes horriblement longues, jusqu'à 2 jours parfois. Sa famille interprétait ces moments comme des crises d'aberration psychique. Maintenant, Tsewang Agupa s'est réconcilié dans la lutte avec cette énergie inconstante et pourtant indéniable qui choisit à loisir de contrôler son sens habituel d'être humain. Trinmo Naran, le La qui s'assoit sur son âme, remonte à 2000 ans et a renouvelé son engagement envers les hommes et envers l'histoire. Et malgré les ravages infligés sur son corps par Trinmo Naran et d'autres esprits, Tsewang Agupa est contente à l'idée qu'elle aide les gens autour d'elle. Après tout, c'est une tradition ancienne qu'elle suit. Dans cet environnement vierge, existant depuis toujours, la glace, la montagne, les arbres et même le ciel soufflent des mots de guérison depuis des lustres. Tsering Dolma Shakzotpa adore danser. C'est sa passion. En tant que danseuse folk de renommée, elle a fréquemment été en tournée dans la région avec sa troupe. C'est lors d'une de ces tournées, près de la frontière chinoise, qu'elle a rencontré Takla Wangchok.
Tsering Dolma fait des révélations en lançant des grains de riz sur son damaru et en lisant le futur d'après les dessins qu'ils font en retombant. Les prédictions par le riz sont un art ancien de l'astrologie tibétaine. Les moines passèrent des années dans leur monastère à apprendre cet art qui lie les dessins des grains de riz avec les signes astrologiques et les positions des planètes. Tsering Dolma n'a jamais appris cet art ancestral. Mais elle peut prédire de façon précise dans un état de transe et ne se souvenir de rien après. Comme d'autres lameaux, Tsering Dolma suce les maladies de personnes malades. Contrairement aux autres, elle met son damaru entre sa bouche et le corps du malade. Moines et lamas vont voir Tsering Dolma régulièrement pour se faire soigner. Elle suce des substances comme du goudron, des petits objets et des boules de poils sans percer la peau. Elle soigne aussi les animaux avec la technique de succion. Les médecins modernes m'envoient leurs patients, dit-elle, surtout ceux souffrant de maladies chroniques. Parfois, la maladie est dans l'esprit. Parfois, des esprits maléfiques qui se sentent perdus après la mort s'emparent des corps de personnes qu'ils ont connues. Cela crée des problèmes et des maladies. La danseuse Lamo exorcise ces esprits. Les las sont là pour aider, poursuit-elle. Le monde des esprits peut pénétrer l'esprit. Les esprits sont tout autour de nous. Touchez la nature de façon intime et vous toucherez l'énergie des esprits. Les esprits sont partout. Et les lamos sont représentés par la possession de l'esprit. En se mettant dans un état de conscience altéré, le principe de conscience du lamo est projeté et les voies du monde des esprits sont ouvertes. L'esprit protecteur, ou la du chaman, pénètre le corps vide et inerte et, prenant le lamo comme vecteur, peut soigner en restaurant l'équilibre harmonieux des énergies entre le patient et la nature dont il fait partie. Les esprits sont omniprésents. Leurs sanctuaires sont souvent près de monastères. Les las sont une connexion psychologique avec le monde des esprits et nos énergies harmonisantes. Ces forces sont une incarnation du passé. Les esprits sont la source des maladies. Les esprits sont la source des guérisons. Un lama bon est un moine, contrairement au chaman, au lamo ou au lapa. Il communique avec la réalité divine comme suppliquant, se liant avec cette dimension par la prière, la méditation et les rites. Dans ce rituel Lalushilu élaboré, le cerf, qui représente le voyage du chaman, fait tourner une assiette dans un bol de liquide laiteux. On le fait tourner avec la flèche de longue vie.
Quand ça s'arrête, le cerf doit faire face à l'autel pour confirmer le succès du retour de l'âme. Si cela n'est pas le cas, il faut recommencer. Le rite Lalou-Chilou rappelle les forces qui maintiennent le corps et l'esprit en harmonie, en redonnant de l'énergie à la force vitale de l'âme. Les Bonpo croient que l'âme peut être retirée et réénergisée. À partir du liquide laiteux, on extrait une teinture blanche et on la projette sur une teinture noire. Les signes astrologiques opposés sont pulvérisés l'un vers l'autre. Lorsque la teinture blanche gagne, l'âme est ressuscitée et énergisée. C'est un rite exténuant. Les énergies de 40 moines travaillant pour le patient. Les Bonpo utilisent la connaissance profonde des temps anciens pour combiner les forces des énergies naturelles. Ils subjuguent et provoquent des puissantes divinités comme cela. Le principe mâle est lié à l'énergie femelle de l'intéressé dans une danse d'union. L'union de la matière ultime est transformée par l'énergie. Dans le paysage de la culture tibétaine, les yogis, les lamas et les maîtres utilisent ces divinités protectrices comme les dharmapalas ou gardiens de l'enseignement. Après avoir médité dans une isolation totale pendant 6 mois, les oracles de Mato se mettent en transe au festival de Nagrang. Ils canalisent l'esprit des divinités d'après une tradition remontant à 600 ans. L'énorme foule présente est la preuve de la validité de ces oracles et de leurs prédictions. Le besoin d'être en communication avec les pouvoirs suprêmes motive ces gens à venir au monastère de Mato et de Stock chaque année.
Alors que la foule impatiente regarde avec une admiration sceptique, les oracles subissent des transes impossibles à imaginer dans des états normaux. Les esprits ont pris le contrôle. Le corps est sous la coupe d'une puissance supérieure. Sur ces moines, les signes de possession sont comme cette trace de sang sur la joue. Les esprits prennent le contrôle dans une danse frénétique, balançant les moines sur les passages étroits des murs du monastère. Un groupe de surveillants essaye désespérément d'empêcher les dégâts. Mais les oracles sont insensibles au danger des précipices de 800 mètres le long de la montagne. Ce sont des rites secrets exécutés uniquement au monastère de Stock et de Mato. Très peu d'étrangers ont pu y assister, et encore moins les enregistrer. Le plus célèbre de ces oracles monacales est l'oracle du monastère de Nechung, le médium par qui émerge la divinité Dorje Dragden. L'actuel et le 14e dans la lignée des oracles de Nechung est Thupten Godrub. Dorje Dragden est le protecteur principal du Dalai Lama et du gouvernement tibétain. Il prend part à toutes les décisions importantes de niveau national. Au Tibet, nous avons beaucoup d'oracles et de médiums. Alors comment faire pour choisir son médium? Parfois les médiums le sont par descendance, et parfois un lama éduqué d'une façon particulière choisit quelqu'un et le bénit. Cette personne part en retraite et peu à peu devient médium. L'oracle national de Nechung a une histoire différente. Personne ne savait qui serait le prochain médium. Donc ce fut une grande surprise pour moi. Quand au bout de 2 jours, Sa Sainteté me demanda ce qui s'était passé. Je lui racontai l'histoire et il me dit que je devais sûrement être l'oracle de Nechung. Tu dois donc partir en retraite. Et je suis parti en retraite 2 mois et demi à Hayagriva. Ensuite, j'ai reçu une lettre officielle du gouvernement tibétain m'annonçant que j'étais l'oracle national de Nechung. Chaque année se tient une cérémonie pour l'oracle de Nechung. En 1987, il n'y avait pas de médium. Donc la cérémonie de l'oracle n'a pas eu lieu. Dans le monastère, devant la statue de Nechung Dorje Tangden, ma fonction était l'offrande du thé et de l'encens pendant le puja. J'étais rentré en transe à ce moment précis. C'était le 31 mars 1987.
Comme le Dalai Lama le dit lui-même, nous consultons l'oracle de Nechung parce qu'autant que je m'en souvienne, à chaque fois qu'il a prédit l'avenir, cela s'est révélé vrai. C'est simplement une histoire de confiance mise à l'épreuve. Et il ne s'est jamais trompé, au moins en ce qui me concerne. L'oracle de Nechung et autres oracles d'État ont toujours joué un rôle important dans des moments critiques de l'histoire tibétaine. En 1959, l'oracle de Nechung conseilla au Dalai Lama de s'exiler en Inde pour sauver sa vie afin de protéger le Dharma. Quand il est en transe, l'oracle est orné d'une coiffure pesant plus de 50 kilos. Il doit affronter sans cesse la souffrance et un grand épuisement dans ses voyages internes pour accéder aux dimensions alternatives toujours présentes. Dimensions qui sont un aspect universel de nous-mêmes. Ce contact intime entre le guérisseur et le patient comprend le physique, le mental et le spirituel. Touchant et guérissant avec le souffle du monde des esprits.